Le deuxième numéro de votre revue économique Leaders est disponible. À la une, un grand dossier sur les enjeux économiques de la crise sécuritaire au Mali et l'économie de la guerre dans le monde. Dans la rubrique invité du mois, nous recevons le colonel-major Nema Sagara avec qui nous évoquons le fastidieux combat contre la prolifération des armes légères au Mali. À lire également des articles inédits sur le fer malien dans la production mondiale, les chiffres de la vente d'armes au Mali, en Afrique et dans le monde et la guerre comme facteur de croissance économique. Votre revue économique Leaders est disponible au Mali au prix de 2000 francs CFA dans les boutiques Shell, les hôtels, les restaurants et les grandes surfaces en Côte d'Ivoire via le réseau de distribution Edipress. Infoline 00223 71 79 79 70 ou 61 79 79 70. Chers téléspectateurs d'Africa Télévision, merci de nous retrouver pour votre émission Médine consacrée aux acteurs du développement. Pour cette édition de notre émission, nous sommes accueillis par le groupe Azalaï et nous allons parler de foncier. Je le disais donc, nous allons parler de foncier avec une question toute simple qui va être le fil conducteur de notre émission. Quel est le lien entre le foncier et le développement? Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir deux spécialistes de cette question. Ils m'ont dit qu'ils sont pour l'un un chercheur, pour l'autre un praticien de la question. Donc nous aurons, je pense, tous les angles qu'il faut pour traiter cette question-là comme il faudrait. J'ai avec moi le professeur Souleymane Dey, directeur exécutif du GRAT. Professeur, je voudrais savoir dès le départ, GRAT, qu'est-ce que c'est? Bien, merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir invités à votre émission Médine. Moi, je suis le directeur exécutif du groupe de recherche et d'action aux collectivités territoriales qu'on appelle GRAT. Merci beaucoup. Nous avons aussi avec nous M. Gaussou Sangaré, qui est lui, cette fois-ci, tendez l'oreille, directeur du GRAD. Et je lui demande immédiatement, qu'est-ce que c'est que le GRAD? Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Le GRAD, c'est le groupe de recherche et d'appui à la décentralisation. Nous avons, vous avez compris, une problématique qui va toucher à la fois le Mali en tant qu'entité, mais aussi les questions de collectivité et de décentralisation. Je vais commencer de but en blanc. Professeur, pour vous, quel est le lien éventuel entre le foncier et le développement? Est-ce qu'il y a un lien qui existe à ce niveau-là? Nous pensons sincèrement que le développement repose essentiellement sur le foncier. Parce que qui parle du foncier parle essentiellement de ce qui sous-entend le sol. Donc on parle bien sûr les domaines de l'État, les domaines des collectivités territoriales, les propriétés, bien sûr, des personnes physiques. Donc pour nous, la maîtrise, bien entendu, du domaine va de soi à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs de bonne conduite dans la société. Et donc pour nous, quand on parle de foncier, pour que les téléspectateurs comprennent bien et sortir des clichés, des définitions très théoriques et classiques de nos envies, c'est que le foncier est aujourd'hui pour nous l'approche la plus adéquate permettant à atteindre le développement parce que tout le monde y est concerné. Tout le monde est concerné par cette question et vous qui avez donc ce groupe d'action à destination de la décentralisation, est-ce que vous pensez qu'il y a éventuellement un lien entre cette question de foncier et le processus de décentralisation que le Mali a enclenché depuis un certain nombre d'années? Certainement. Le lien, il existe et il est même très fort. Chaque collectivité a un ressort territorial. Et les compétences ont été accordées aux collectivités pour aménager ce territoire-là. L'aménagement du territoire, comme le professeur vient de le dire, a des incidences directes à la fois sur le bien-être de la population et sur les recettes des collectivités. Donc le lien il est évident et on a intérêt à travailler dessus. J'ai une question pour vous, M. Sangaré. À qui appartient la terre entre les collectivités et l'État? Les textes sont très clairs à ce sujet. La terre, elle appartient à l'État. Donc la collectivité n'a de domaine privé que quand l'État accepte de lui transférer des titres fonciers ou alors des droits réels. Et après l'acquisition de cette propriété-là, la collectivité dispose. Comme elle voudrait, ou est-ce qu'il y a des textes qui lui permettent de justement disposer suivant des normes bien précises? Bien sûr, il n'y a pas de décentralisation sans texte. Absolument. Donc, il y a des textes qui encadrent cela, mais tout part de ce transfert-là. Est-ce que, professeur, pour vous, les collectivités que vous connaissez bien respectent ces textes, ou est-ce qu'il y a un dysfonctionnement, même au niveau de l'État? Qui
parce que la question foncière, très souvent, elle est, excusez-moi du jeu de mots, mais elle est foncièrement problématique, souvent dans notre pays. Est-ce que l'État ou les collectivités jouent le jeu en respectant les textes? Vous savez que le gros problème du Mali, c'est cette application des textes. C'est la rigueur dans l'application des textes. Et en la matière, déjà, nous relevons une première problématique, à savoir que lorsqu'on prend l'ordonnance qui régit ce domaine foncier, donc le code domanial au Mali, qui est l'ordonnance du 22 mars 2002, nous avons été très surpris de rencontrer, en tout cas de voir des permis délivrés par les collectivités territoriales qui font référence non seulement à cette ordonnance, mais aussi à un décret qui est antérieur à l'ordonnance. Et donc, du coup, pour nous, il y a un problème. Le décret est du 6 mars, oui. L'ordonnance est du 22 mars. Or, en la matière, on sait très bien que l'ordonnance est une norme hybride, absolument, à la fois règlement et loi. Tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une approbation par l'Assemblée nationale, l'ordonnance reste un règlement. Mais quel que soit son positionnement, l'ordonnance est supérieure au décret. Et donc, lorsque le décret qui conditionne l'application de la norme est antérieur, pour nous, juristes, ça nous pose un problème. Et donc, à ce niveau, vous voyez que la première difficulté au Mali, c'est la difficulté textuelle. Nos textes sont très insuffisants et au niveau des collectivités, malheureusement, on a un personnel qu'on ne va pas dire non qualifié, mais les collectivités territoriales manquent aujourd'hui d'expertise. Et ce qui pose énormément un problème parce que la planification qui fait défaut, les stratégies d'aménagement, même si elles sont conçues au niveau national, la mise en œuvre, c'est au niveau des collectivités territoriales. Et c'est à ce niveau où se situent les problèmes parce qu'on n'a pas les personnes qualifiées qui comprennent les textes, qui comprennent la mise en œuvre et qui, bien entendu, peuvent assurer la bonne mise en œuvre. Et tout le problème est à ce niveau. Et donc, du coup, le foncier devient problématique dans sa gestion au niveau des collectivités territoriales pour faute d'expertise avéré en la matière. Si ces dysfonctionnements existent, peut-être que c'est une question pour M. Sangaré, parce qu'on sait que le processus de développement passe aussi par la décentralisation. En tous les cas, c'est le choix que le Mali fait. Si ces problématiques existent, est-ce qu'en termes d'investissement au niveau des collectivités, le foncier est un frein ou peut éventuellement être une solution pour les investisseurs, que ce soit étrangers ou nationaux, qui voudraient investir dans ces localités-là, dans ces collectivités? Théoriquement, ça doit être un frein parce que les collectivités, pour la plupart, ne disposent pas de domaine privé. Maintenant, dans la pratique, il se trouve que ces questions-là sont gérées directement par le service du domaine et que nos investisseurs peuvent avoir accès à la terre auprès du service du domaine qui, pour la plupart, a procédé à la création de réserves foncières dans la périphérie de Bamako, en tout cas dans les centres périurbains. Pour la plupart, des réserves existent et peuvent être affectées à des opérateurs qui désirent s'installer. Je vais prendre un exemple concret, professeur. C'est l'exemple de la zone aéroportière. Je sais que c'est un exemple explosif, mais on va en parler quand même. Cet exemple, pour moi, est une réserve foncière. Comment se fait-il que, malgré les textes qui existent, il y a eu empiètement sur cet espace? Écoutez, c'est un problème aujourd'hui très important à souligner. C'est l'État qui fuit permanemment dans notre pays ses responsabilités. Et en fuyant ses responsabilités, malheureusement, ce sont les collectivités qui viennent interférer dans un domaine qui, au départ, devait être suffisamment réglementé par l'État. C'est une fuite des responsabilités de notre État. Et en la matière pour la zone aéroportière, parce que vous ne parlez que de cet espace, l'application de la loi exige à ce que tous ceux qui se sont installés soient au moins déguerpillés. Or, quand on parle de déguerpiller aujourd'hui les gens, ça pose énormément de problèmes. C'est que le Malien n'est pas frileux du respect des lois. Les Maliens n'aiment pas respecter la loi. Et moi, en la matière, je dis simplement que lorsqu'un État ne s'assume pas par rapport à la réglementation foncière, parce que pour nous, elle est très importante, cette question foncière, vous imaginez au moins que tous les Maliens naissent égaux. Et si tous les Maliens naissent égaux, tous les Maliens ont le droit peut-être de prétendre à un toit. Or, pour avoir un toit, il faudra bien sûr avoir une affectation, une parcelle à son nom pour pouvoir la construire. Et il se pose aujourd'hui un problème majeur dans ces pays, parce que ce n'est pas réglementé, parce que nos textes sont insuffisants. Vous avez des Maliens qui ont des dizaines et des dizaines de parcelles
qui font que certains n'en ont pas. Et ceux qui en ont fait un bien commercial. L'État fuit ses responsabilités, les collectivités récupèrent. Je crois que dans les débats, on va peut-être développer pourquoi il y a cette mafia autour de la question foncière. C'est parce que l'État a fui ses responsabilités et les collectivités en ont pris et en ont fait un bien commercial. Maintenant, une question, c'est de savoir, on a parlé de l'État, on a parlé des collectivités, le citoyen, quand il veut se rendre propriétaire de la terre, qu'est-ce qui fait que moi, aujourd'hui, je peux être propriétaire de cette terre? Dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les collectivités mettent en circulation ce qu'on appelle communément le bulletin. C'est une autorisation de paiement que le demandeur doit d'abord acquérir pour ensuite se présenter à la collectivité, payer les frais d'édilité pour avoir sa parcelle en son nom. Donc, ce procédé fait que ceux qui ne peuvent pas se procurer ce document-là sont quelque peu marginalisés. Malheureusement. Ils sont laissés Ils sont laissés pour compte. Un élément aussi qui est très important, c'est que la finalité de toute cette démarche, c'est de bénéficier du titre foncier. Et nous, à propos de ce sujet, nous avons fait un petit reportage que je vais vous demander de suivre. Chers téléspectateurs, avec nous, essayons de voir les contours justement de ce document qui est très important sur la question du foncier au Mali. Le titre foncier est un document qui garantit, sécurise et protège le droit d'un propriétaire terrien. Ce document composé d'un bordereau analytique contenant toutes les informations relatives à l'acquéreur et d'un plan foncier ou d'un plan de situation est la seule garantie du propriétaire. Au Mali, c'est la Direction générale des domaines qui est le seul service habilité à attribuer ce document composé de deux parties. Une première partie qui est le foncier. Le foncier, c'est un peu tout ce qui est lié à la terre, qu'elle soit bâtie ou non bâtie. Ça veut dire que le foncier est une propriété. Le foncier étant une propriété, il y a des droits qui sont rattachés à cette propriété. D'où les droits des propriétés. Les droits des propriétés, c'est le droit le plus complet, puisqu'il permet une maîtrise totale de la chose. Étant définis comme les titres les plus complets, les titres fonciers donnent des garanties au travers des caractères exclusifs, absolus, perpétuels, dans la mesure où il ne disparaît pas avec son propriétaire. Vous prenez par exemple ces bâtiments qu'on appelle en droit les fonds, un fonds de terre où est établi tous ces bâtiments-là, ne disparaît pas avec la personne. Donc, il est aussi perpétuel. D'où on donne une certaine importance au Mali, parce que c'est une garantie. Le titre donne toute la garantie, tous les droits qu'il faut sur, en tout cas, une propriété. Cependant, la procédure d'attribution des titres fonciers reste variée et très complexe dans la mesure où il est établi au nom de l'État du Mali. Si le titre est établi au nom de l'État, ça veut dire qu'il y a toute une procédure. Vous faites une demande. Je prends le cas d'un titre foncier. Vous adressez une demande au directeur régional des domaines et du cadastre de votre localité. Une fois il est saisi dans les normes, c'est ce directeur-là qui met en marche la procédure en demandant dans les cercles dont le fonds est situé une sorte de démarche ou de procédure des services en impliquant tous les services qui peuvent être impliqués là-dedans. Le cas du Mali, il peut y avoir le génie rural, il peut y avoir les cadastres, il peut y avoir les domaines de l'État, il peut y avoir la préfecture. Il peut y avoir aussi les géomètres experts. Donc, une fois que cette demande est faite, le préalable, c'est quoi? Le préalable, c'est que c'est un géomètre d'abord qui viendra faire le plan de l'espace. C'est ce plan qui va accompagner la demande avec toute une documentation afférente. Alors, ce plan, une fois là-bas, c'est le directeur régional qui sait, et avec les services, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette procédure puisse continuer. Ils vont envoyer des techniciens qui vont venir regarder les lieux, qui vont discuter avec les habitants de la localité. Toutefois, le droit coutumier et le droit foncier ou étatique coexistent dans l'accès au foncier. Le gouvernement du Mali, dans le souci d'harmoniser la procédure, a permis une implication active de la communauté à la base, en l'occurrence la chefferie, en adoptant une certaine mesure. Aujourd'hui, les gouvernants
ont décidé d'impliquer véritablement la communauté, les autorités coutumières et un décret a été pris dans ce sens-là. Nous avons, depuis le 24 décembre 2019, un arrêté ministériel qui parle même du fonctionnement et du financement de cette commission. Au Mali, il y a des conflits qui sont éclatés à travers tous les pays à cause de la terre et le gouvernement du Mali est en train de prendre des dispositions dans la réforme domaniale et foncière, d'où l'instauration du cadastre. Le cadastre dont je suis spécialiste est un élément important qui doit accompagner tous les titres fonciers du Mali. Il convient de rappeler que le TF est un droit de propriété définitif et inattaquable portant sur un bien dans les conditions déterminées par les lois. Chers téléspectateurs, retour sur ce plateau après cette intervention donc, de M. Bakary Berté, spécialiste du cadastre. Et il nous tente donc une perche, ce spécialiste, parce qu'il nous dit que le titre foncier est donc ce document qui est inattaquable. Malheureusement, on constate que souvent, il y a un certain nombre de conflits. Et vous qui êtes aussi secrétaire général de la mairie de Diago, est-ce que dans votre commune, vous êtes confronté un peu à ce genre de difficultés, de problèmes, où on a deux personnes qui ont le même titre foncier pour une seule terre? Notre cas spécifique, c'est que les titres fonciers existent chez nous. D'après certaines agences immobilières, des parcelles ont été immatriculées en leur nom. Je ne dirais pas en violation totale de toutes les procédures, mais ça a été fait sans que quelqu'un en soit informé dans la commune. Or, quand vous prenez le texte, il est tout à fait impossible de créer un titre foncier sans enquête foncière. Si je comprends bien, c'est qu'on a des personnes aujourd'hui qui disposent de titres fonciers dans votre commune, mais vous n'êtes pas informé. Ou les procédures se sont faites ailleurs. Nous sommes maintenant au courant, mais nous n'avons pas été informés, associés. Nous n'avons pas été associés à la procédure de création de ce titre foncier-là. Et ça pose énormément de problèmes dans la commune de Diago. Le cas de Diago n'est pas exclusif. Il y a d'autres communes qui vivent un peu le même cas. Vivent le même cas dans le cercle de Kati. Parce que je vais avoir une question pour le professeur, certainement que ça va le permettre de rebondir un peu sur cette-là et sur un autre aspect que nous avons vu dans le reportage, c'est la question des acteurs. Est-ce que sur la question du titre foncier, les acteurs travaillent en symbiose? Est-ce qu'il y a une collaboration parfaite pour ne pas avoir de dysfonctionnement, justement? Nous ne pensons pas qu'au Mali aujourd'hui, il y a cette collaboration parfaite. Parce que vous savez très bien que lorsque, à des niveaux de responsabilité, les uns et les autres ne sont pas au courant de qui fait quoi, ça pose énormément de problèmes. Absolument. Pas même que pour les titres fonciers. C'est encore plus compliqué là-bas. Mais ce qui est plus banal et qu'on rencontre tous les jours à Bamako, c'est de pouvoir trouver 2 personnes, 3 personnes disposant d'un permis pour la même parcelle. C'est quand même impossible qu'on puisse assister à ce que les mairies se livrent à livrer une parcelle, 2 parcelles, en tout cas 3 permis d'occuper pour la même parcelle. L'explication que nous avons trouvée en la matière, parce que je vous ai dit que les fonciers, c'est le fil conducteur du développement, c'est que nos textes sont insuffisants en la matière. Les élus, je parle bien sûr des maires, dans nos textes, exercent une fonction à la limite honorifique. C'est une indemnité forfaitaire qu'on leur donne. Absolument. Ils n'ont pas de salaire. Et quand on sait très bien que dans les communes rurales, ils sont à peut-être 25 000, 50 000, ou dans les communes urbaines, ils sont à 100 000 francs, vous imaginez quand même que la fonction de maire est incompatible avec toute autre fonction. Et si moi, je décide de devenir maire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un salaire de 620 000. Moi, je n'ai pas peur de donner mon salaire. C'est que je renonce à ces salaires pour prendre une disponibilité et aller devenir maire pour prendre, si c'est la mairie de Kati, par exemple, 100 000 francs par mois. Je vais vivre comment? Le fait qu'on n'a pas prévu de prendre en charge les maires dans leur fonction de tous les jours font que, ou du moins fait que ces maires se lancent dans cette spéculation. Le foncier est devenu une source de spéculation, une source de survie. Permettez donc de poser en fait une question subsidiaire. Est-ce que le foncier rapporte de l'argent aux mairies? Le foncier, en principe, doit rapporter de l'argent, mais beaucoup d'argent. Mais si le foncier ne remplit pas ce volet, c'est ce que je suis en train de dire. À partir du moment où le maire n'a pas de salaire, à partir du moment où le personnel de mairie n'est pas pris en charge par l'État ou par même la collectivité, il va de soi que ces maires sont mariés, ont des enfants, ils veulent vivre. Absolument. Et du coup, le seul bien monnayable qu'on a sous la main, c'est le foncier. Et c'est pour cette raison que vous avez à tous les niveaux une pression démographique
qui fait que tout le monde veut avoir une parcelle et les mairies en ont trouvé les moyens idéaux pour se faire les poches. C'est plutôt se faire les poches plutôt que les caisses de la collectivité. Je vais poser la question au secrétaire général quand même de la mairie de Diago. Monsieur le maire, c'est une accusation assez importante. C'est de savoir aujourd'hui, est-ce que à votre niveau, les ressources que vous dégagez du foncier, est-ce que ces ressources-là sont reversées au niveau de la collectivité? Est-ce que ces ressources-là permettent justement de travailler au développement de la collectivité? Je dirais que nous faisons effectivement des recettes qui proviennent principalement des frais d'édilité pour l'enregistrement des parcelles. C'est cela. Et accessoirement, ce n'est pas très fréquent chez nous, les autorisations de construire. Ailleurs, d'autres recettes existent, c'est la pénalisation des fraudeurs, oui, notamment. Mais pour notre cas, ce que nous avons, en gros, c'est les frais d'édilité. Ça fait rentrer un peu d'argent, mais c'est très insuffisant. Et si on pouvait organiser mieux, je pense qu'on aurait gagné à aller dans ce sens-là. Et l'État lui-même, oui. L'État doit prendre le devant et essayer de réglementer le secteur pour que, en tout cas, ouvrir le secteur pour que les collectivités puissent créer elles-mêmes des recettes sur le foncier. Professeur, je sais que l'État, parce qu'il y a ce besoin-là justement de réglementer le secteur, et l'État, depuis 2 ou 3 ans, a mis en place les NINACAD, donc les numéros d'identification nationale cadastrale. Est-ce que vous pensez que c'est ça la solution aujourd'hui? Je sais que Bamako et sa périphérie est concernée. Avant qu'on puisse aller au niveau national, est-ce que ça peut être une solution? C'est une bonne solution. Faudra-t-il encore qu'on arrive à mettre cela en œuvre correctement? Absolument. Parce que vous savez que la finalité, c'est le lien qu'il y a entre le foncier et l'urbanisme. Et on ne peut pas ignorer que le Mali est un État en crise depuis 2012. Et depuis 2012, on ne peut pas non plus ignorer que le déplacement massif des populations fait que nos villes reçoivent énormément de personnes. Donc il y a une pression démographique importante. Donc il n'y a pas d'étude prospective par rapport à la création de nouveaux quartiers, etc. Donc pour nous, tout repose à ce niveau. Quelle est l'anticipation, la stratégie à mettre en œuvre relativement au foncier pour que demain, toutes ces personnes qui sont déplacées pour venir agrandir ou augmenter la population de Bamako et des villes où la crise sévit, oui, comment on les prend en charge? Parce que tous les Maliens étant égaux en droit et en devoir, il faudra encore que les services sociaux de base se rapprochent de ces personnes, qu'elles puissent avoir accès à l'eau, qu'elles puissent avoir... C'est quand même inadmissible encore que dans un pays en crise comme le Mali, on voit des réfugiés dans pratiquement des tas d'ordures à Faladja et autres. Donc oui, malheureusement, le foncier pour nous, c'est toutes ces questions-là. Et enfin, pour vous dire que cette question du foncier doit pouvoir être poussée plus loin. Les collectivités sont en manque de ressources financières. Les ressources financières ne tombent pas du ciel, il faut les créer. Et nos textes ne prévoient rien du tout sur la taxe sur le foncier bâti, sur la taxe sur le foncier non bâti. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a dit, le fait qu'il n'y a pas de taxe sur le foncier non bâti, les gens peuvent avoir 20 parcelles, 50 parcelles, tant qu'ils savent qu'ils ne payent pas, en tout cas une redevance à la collectivité, les gens vont continuer à les garder. Donc les Airbnb, combien de maisons sont en location à Bamako? Est-ce que les collectivités sont informées du nombre de biens en location? On n'en sait rien. Donc il faut les identifier, il faut les connaître et pour imposer et créer des nouvelles taxes d'habitation, des taxes pour ces propriétaires de location, de pouvoir verser un certain nombre de dividendes à la collectivité. Ce que je retiens là, c'est qu'il y a aussi un besoin de communiquer, de sensibiliser les populations. Et je sais que vous-même, vous êtes en train de travailler actuellement à un espace, je vais dire, de sensibilisation, pas forcément sur le foncier. C'est un festival que vous organisez. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots rapidement? Merci de nous avoir tendu cette perche. En fait, on a bien compris très rapidement que lorsqu'on veut atteindre les populations à la base, il faut soit les mobiliser avec de l'argent ou les mobiliser avec la culture. La culture est un puissant vecteur, un moyen de mobilisation extrêmement important. C'est un avis que nous partageons. Exactement. Donc, depuis l'année dernière, on a initié notre structure avec sa structure en consortium. On a initié un festival, pas comme les autres,
mais c'est un festival à caractère scientifique, où en plus des acteurs de développement qui sont là, donc des artistes qui vont prester, nous permettons à des experts sur plein de domaines du développement de venir face au public faire passer un message fort. L'année dernière, par exemple, on a donné l'occasion à la maire de Kati de présenter son PDSEC devant le public, de présenter son compte administratif devant le public. Donc c'est un festival qui recrée le lien entre les citoyens et les gouvernants. Absolument. La prochaine édition, c'est quelle date? La prochaine édition, elle est programmée pour le mois d'avril 2020. Exactement, ça commence le 9 pour prendre fin le 11. Avril 2020. Chers téléspectateurs, rendez-vous est pris. J'espère qu'à midi, nous serons invités et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner dans cette dynamique-là. Merci de nous avoir suivis. Je vais remercier le groupe Azalaï qui nous met à disposition son magnifique cadre pour vous entretenir de ces questions de développement. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Médine. Merci beaucoup.